Grand jury, c'est un débat contradictoire sans passion. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices au niveau des médias partenaires, internautes sur nos liens sur le web. Bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury pour, ensemble avec vous et nous, décrypter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo, à quelques semaines de l'échéance capitale du 15 avril prochain. Je veux parler de l'élection présidentielle au Togo. Et bienvenue à ce plateau donc où nous recevons comme invité Ildefonse Akbaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Bonjour Ildefonse. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de KNTV. Je rappelle à ceux qui nous suivent que en dehors de la télévision Espoir 47, ici à Thiévié, nous sommes suivis à Lomé via la 102.7 FM Radio KNTB, à Anéro sur Radio Lumière, Palimé via les ondes de radio VGK, et puis sur le web, deux liens, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. D'entrée de jeu, nous retrouvons notre invité et nous lui demandons tout simplement quel regard il porte sur le climat politique au Togo à quelques jours de l'élection présidentielle du 15 avril prochain. Je crois sans fausse modestie que le Togo est en crise. Et comme je le soulignais il y a quelques moments, que si les élections, ou bien l'élection présidentielle, devait avoir lieu le 15 avril prochain, vous devez vous rendre compte que cette élection interviendra dans un contexte de crise sociale aiguë et de crise de confiance entre les acteurs politiques. Je crois savoir aujourd'hui que le point culminant de cette crise de confiance réside en ce que le fichier électoral qui doit servir pour l'élection prochaine est un fichier corrompu. Et les principaux responsables de CAP 2015 l'ont démontré la dernière fois et ça, c'est avant l'affichage par la CENI du fichier. Je crois que ce fichier dont il est question aujourd'hui a servi en 2013 pour les législatives. Et quand on se rend compte aujourd'hui que les études qui ont été faites par les acteurs de la classe politique de l'opposition relèvent un certain nombre d'insuffisances qui peuvent avoir des incidences sur le vote à venir, il y a lieu de s'arrêter et de faire comme le demandent ces responsables politiques de l'opposition, un audit du fichier pour qu'après les élections, on n'ait pas à contester et le fichier électoral et les résultats qui sortiront des urnes. Je crois que c'est cette crise de confiance aujourd'hui qui a droit de citer et qui doit normalement interpeller les premiers dirigeants du pays. Nous ne voulons plus revivre le cycle élection, contestation, répression, et puis la vie continue. Et ça, le chef de l'État l'a déjà dit, plus jamais ça. Sauf que le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé, est du genre à ne pas respecter ses engagements. J'ai comme l'impression que M. Faure Gnassingbé ne sent même pas le besoin ou l'obligation de respecter ses engagements. J'en ai pour preuve. On peut dire qu'on le lit à travers ses actes. On lit sa bonne volonté, sa bonne foi d'œuvrer à un Togo uni et prospère à travers les actes qu'il pose sur le terrain. Et qu'est-ce qui bloque que ces propos ne soient pas accompagnés par des actes concrets? On nous a parlé des vieux démons qui ne devaient pas refaire surface. Mais rendez-vous compte qu'à quelques semaines de la présidentielle, c'est la ville d'Atakwame qui a été encore le théâtre de certains mouvements où il y a eu lynchage des populations. Et ce qui se passe actuellement à Dapan, où des miliciens s'attaquent aux travailleurs qui ne font que valoir leurs droits conformément à la loi fondamentale togolaise. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, que les engagements pris par le chef de l'État ne sont pas traduits dans les faits comme cela se doit. Et ça fait craindre le pire, puisqu'actuellement, s'il faut admettre que le Togo est une république
et que cette république est régentée par un chef d'État, je crois que ces propos doivent être accompagnés d'actes concrets. Vous vous rendez compte que le chef de l'État, il y a 2 ans, nous a dit aussi qu'il a opté pour les élections locales. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, où en est-on? C'est la grande question qui se pose. Ben, vous êtes d'accord ensemble avec moi que Rome n'a pas été construite en un seul jour. C'est vrai que les acteurs reconnaissent, et vous-même peut-être vous le direz tout à l'heure, que le Togo revient de très loin. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous me dites que Rome n'a pas été construite en un seul jour. Je crois que dans le bilan actif de toute autorité qui passe, c'est-à-dire pour être raisonnable, respectable et honnête envers un peuple qu'on dirige, il faut dire ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas le dire. Parce que le français a toujours l'habitude de dire qu'un homme ne vaut que par sa parole. Quand vous donnez votre parole, il faut essayer de mettre en pratique tout ce que vous dites. Revenons sans ignorer les contraintes. Vous savez, une chose, c'est de prétendre faire quelque chose, prévoir des actions. L'autre chose, c'est de faire face à des contraintes, à d'autres priorités, à d'autres urgences qu'il faille satisfaire dans l'heure. Je ne voudrais pas exprimer dire cette expression. Je voudrais bien la garder et quand on aura à aborder le point sur la crise sociale, le dire, mais vous me forcez à dire ceci. Mais je ne vous force pas. Un gouvernement responsable, un gouvernement compétent, c'est ce gouvernement-là qui anticipe sur les événements, qui anticipe sur les crises. Autrement dit, gouverner, c'est prévoir. Mais dans la mesure de ses moyens. Si le Togo n'avait pas les compétences, n'avait pas ce qu'il faut, qu'est-ce qui pousse le chef de l'État à dire qu'il y aura des élections locales? D'ailleurs, des élections locales qui datent d'une vingtaine d'années ou bien d'une trentaine d'années. Avant lui, avant son arrivée. Justement. Et qu'est-ce qu'il fait concrètement? Lui qui dit qu'il a un esprit nouveau, qu'est-ce qu'il fait concrètement? On va aller pas à pas, puisque en début, vous avez dit que le Togo était en crise. Pourquoi dites-vous que le Togo est en crise? Et quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour faire cette affirmation? Le 20 août 2006, il avait été question de la signature d'un accord que la classe politique togolaise dans son ensemble a signé. L'accord politique global, qui reste aujourd'hui le seul compromis, je dis bien le seul compromis qui a rassemblé tous les acteurs de la classe politique togolaise. Quelques années plus tard, on se rend compte que cet accord n'a pas été mis en œuvre. Les recommandations, les réformes n'ont pas été faites. Il y a quand même eu, par exemple, la mise en place du gouvernement d'union nationale prévue par cet accord. Il y a eu des réformes dans d'autres secteurs. Vous me titillez quand vous me parlez de la mise en place du gouvernement d'union nationale. Oui, dirigé à l'époque par maître Madi Apollinaire Yaovi Abouibor, que nous saluons au passage. Vous savez que du CAR, bien sûr, du Comité d'action pour le renouveau. Vous savez que cet accord regroupe 5 chapitres. Il n'y a qu'un seul chapitre qui a été fait. On peut toucher du doigt aujourd'hui, et l'histoire l'a retenu, puis c'est seulement le gouvernement d'union nationale qui a été mis en œuvre. Et ce gouvernement avait reçu pour mission de mettre en pratique les points de cet accord. Mais aujourd'hui, on se rend compte que quelques années plus tard, à part la refondation de l'armée, qui tient à cœur au chef de l'État, parce qu'il a besoin de l'armée pour protéger son pouvoir, tous les autres points. Il y a eu les législatives de 2007. Les législatives de 2007, oui, je suis d'accord. Mais la grande question est de savoir, est-ce que le Togo veut devenir, ou bien est-ce que le Togo veut rester cette dictature féroce militaire, ou bien le Togo veut devenir une dictature? Parce que, à ce que je sache, l'accord politique global a été signé pour doter le pays d'institutions fortes. Doter le pays d'institutions fortes et emmener progressivement le Togo à être un état de droit. Mais quand vous jetez un regard sur tout ce qui se fait au Togo, on a comme l'impression que nous vivons encore à l'état unique, au parti unique.
Nous vivons tout ce qui a à court par le passé. Mais à l'époque du Parti uni, tel que vous le dites aujourd'hui, l'Assemblée, on savait, monocolore. Ben aujourd'hui, on a toute une représentativité au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui témoigne également des avancées. On a aujourd'hui la liberté d'expression. On peut aujourd'hui se déplacer en toute sécurité sans avoir de crainte par rapport à des attaques quelconques. C'est aussi à mettre à l'actif d'un Togo qui revient de très loin. Quand je fais allusion à la refondation de l'armée, je mets également le point sécuritaire. Je crois que la sécurité tient à cœur à ceux qui dirigent ce pays, puisqu'ils sont dans une dynamique de conservation du pouvoir. Donc, tout ce qui veut empêcher le pouvoir, il faut l'ôter. Donc, je suis d'accord qu'à ce niveau-là, il y a eu aussi quelques petites avancées. Mais pour ce qui est de la dotation de l'État d'institutions fortes, pour qu'on dise aujourd'hui que le Togo est aussi un État démocratique comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Les réformes qui doivent être faites, est-ce qu'elles ont été faites comme le recommande l'accord? Surtout concernant les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Non. Aujourd'hui, nous parlons de la présidentielle, où il est question de la mise sur pied de la Commission électorale nationale indépendante. Mais cette institution n'est indépendante que sur papier. J'en ai pour preuve le chronogramme de la CENI qui a été balayé du revers de la main par le gouvernement. Parce que la CENI a reçu pour mission de faire un travail technique. Et ce travail technique suppose que tout ce que la CENI aura à proposer a été bien mûri. Si tel que vous le dites, le chronogramme de la CENI a été balayé du revers de la main sans son consentement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas assisté à une réaction de la CENI? Je crois qu'il y a un problème même au niveau de la CENI. Je crois que les membres de la CENI ne s'entendent pas comme cela se doit. Et c'est le propre du Togolais. À l'instar de cette institution ghanéenne qui a toujours existé et qui n'a pas eu de problème, je crois qu'au Togo, il faut essayer de voir tout ce qui bat la route à cet esprit de division. Je me rappelle une phrase de l'hymne national de Feu le Général Eyadémois qui disait « Si nous sommes divisés, quand nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter. » Oui, mais c'est ça justement ce qui se passe. Et j'ai comme l'impression que jusqu'à aujourd'hui, la classe politique togolaise ne se retrouve pas. Ça se voit à plusieurs niveaux. Nous avons parlé de la CENI. Nous parlons tout à l'heure de l'Assemblée nationale. Vous savez que la loi fondamentale togolaise, en son article 96, demande à ce que les ministres soient entendus. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo, la crise sociale, les ministres qui sortent. Mais jamais ils n'ont jamais finalement, la faute est à qui si aujourd'hui les ministres ne sont pas invités, ou du moins peut-être, si on peut aller loin, convoqués par le Parlement pour s'expliquer sur les différents sujets qu'on peut qualifier de brûlants de l'heure, parce que là-bas à l'Assemblée nationale, on a certes une majorité parlementaire, mais on a également une forte représentativité au niveau de l'opposition togolaise. Je préfère plutôt interpeller. Interpeller, d'accord. Très bien. Je crois que quand vous faites la schématisation de l'État togolais, des institutions qui dirigent ou bien qui concourent à la gestion de l'État, quand vous prenez la présidence de la République, le chef de l'État togolais est le président fondateur de UNIR. Quand vous prenez le Premier ministre, la loi fondamentale togolaise dit en son article 66 que le président de la République ou bien le chef de l'État nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Alors, on se rend compte aujourd'hui que le chef de l'exécutif, sinon le Premier ministre, est UNIR. Alors, quand vous prenez l'Assemblée nationale... C'est de fait ou bien c'est... Je te donne une schématisation de l'État togolais. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale est UNIR et la majorité au Parlement est
unir. Bien maintenant, quand je m'en tiens au propos de l'honorable... Il faut préciser que c'est à l'issue d'une élection législative. Quand je m'en tiens au propos de l'honorable député Jean Kissi Duka, qui disait qu'il avait plusieurs fois interpellé le président de l'Assemblée nationale sur un certain nombre de trucs, et que des courriers ont été même envoyés pour que certains de ces ministres soient interpellés pour qu'ils répondent de la gestion de leur ministère, mais ces interpellations sont restées lettres mortes. Qu'est-ce que vous voulez? Unir à tout, unir à la présidence, unir à la primature, unir à l'Assemblée nationale. Mais à plus forte raison, unir est majoritaire à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quand il y a blocage, il est très facile de situer les responsabilités. Combien de responsables politiques d'opposition occupent une haute fonction de l'État togolais, à part le chef de file de l'opposition qui a été reconnu la dernière fois en 2013 où le statut portant, où la loi portant statut de l'opposition a été votée. Et mais jusqu'à preuve du contraire, est-ce que on a quand même des ministres issus de l'opposition au sein du gouvernement. Citez-moi deux. Mais si je prends par exemple André Johnson, il est de l'Union des forces de changement. Non. Si je prends Octave Nicke Broom, il est de la CPP. Je crois, pour ce qui concerne M. André Johnson, qui est un ami à moi, que je salue d'ailleurs au passage, je ne parle pas de la personnalité de M. André Johnson, mais je parle de sa formation politique. L'UFC? De l'UFC. Mais je ne comprends pas cette alchimie togolaise qui demande à ce qu'on partage un même gouvernement, un même portefeuille gouvernemental et qu'on soit encore opposition. Je ne comprends pas que je sois membre du gouvernement et à la fois opposant à ce gouvernement. Mais je crois que à quelques jours des élections législatives de 2013, le CAR avait posé clairement le problème. Il faudrait qu'on sache réellement si l'UFC est de l'opposition ou l'UFC est de la mouvance présidentielle. Mais la question est claire. Quand vous partagez le même projet de gouvernement, vous et moi, nous partageons le même projet de gouvernement, c'est-à-dire que nous adhérons à un gouvernement. Mais est-ce qu'on peut se dire encore que nous sommes opposants à ce gouvernement-là? Ça peut être possible du moment où, quand vous prenez par exemple à la fin du gouvernement à Oumézounou, il y a eu quand même des ministres UFC qui ont décidé ou qui ont voulu que les deux parties revoient à peu près le contrat qui les lie. Mais vous n'êtes sans savoir des conséquences. Il y a eu quand même un vent de scission qui a soufflé sur l'Union des forces de changement. Ce qui veut dire, d'ailleurs, c'est une incongruité qu'on conçoit le problème comme ça. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre unir et UFC. Pourquoi? Unir, c'est bleu-blanc. UFC, c'est le jaune et le rouge. Je ne parle pas de la couleur. Je parle des idéaux que partagent les deux formations. Si, au sein de l'UFC, à un moment donné, certains ont levé leur petit doigt pour dire il faut que nous essayons de voir la manière dont les choses se passent, et qu'ils ont été virés comme des chiens galeux, et qu'un autre courant a dit non, essayons d'aller dans la même direction que ceux qui dirigent. Où est la différence? C'est-à-dire que je ne peux pas être au gouvernement, partager le même projet de gouvernement, vous partagez le même projet de gouvernement, et dans le même temps, vous vous dites opposant à ce gouvernement-là. C'est une incongruité. Et c'est en cela d'ailleurs qu'on dit que le Togo est un État atypique. Puisque nous sommes en train de parler déjà de l'opposition, j'aimerais qu'on porte un regard d'analyse sur le comportement des acteurs qui animent la vie de l'opposition togolaise ces derniers temps-ci. Quand vous prenez par exemple CAP 2015 par rapport aux élections, nous y allons, vaille que vaille. Vous prenez le comité d'action pour le renouveau, nous n'y allons pas, nous appelons au boycott. Vous prenez par exemple d'autres partis comme le MRC et les autres constitués au sein du mouvement Tchoboué et les organisations de défense des droits de l'homme.
nous appelons à l'arrêt du processus, nous exigeons le retour à la Constitution de 1992 avec la mise en application immédiatement de l'article 59 en son alinéa 2 qui stipule qu'en aucun cas nul ne peut faire au-delà de 2 mandats. Autant de divisions au sein de l'opposition que finalement on se demande où va l'opposition togolaise. Je voudrais, avant de répondre, faire cette remarque-là. Je ne voudrais pas parler de la personnalité de ceux qui animent la vie de ces partis. Tous ces courants-là. Mais je voudrais m'appesantir un tout petit peu sur la manière dont ces courants-là conçoivent la chose politique. Et je voudrais vous faire remarquer aussi que l'opposition au Togo n'est plus une. Nous avons maintenant des oppositions au Togo. C'est-à-dire plusieurs opposants. Voilà. Le CAP, qui, vous avez emprunté une expression tout à l'heure qui dit vaille que vaille, vaille que vaille. Et malgré toutes les incongruités qui sont relevées, au niveau même de l'organisation de l'élection on parle de présidentielle. Plusieurs milliers de doublons dans le fichier électoral. J'ai relevé tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons parler de la contestation, ou si on peut appeler ça dénonciation du positionnement des candidats sur le bulletin de vote. Autant, comme vous l'avez dit, de ce que CAP 2015 appelle insuffisance. Voilà, il y a les insuffisances qui sont levées, soulignées, dénoncées et décriées par les premiers responsables du CAP. Malgré cela, ils continuent. Ils sont dans la course. Mais il semble être compris quelque part par Maître Atazeus Ajavon, qui au départ se retrouve en tant que père fondateur, si on peut le dire ainsi, de la synergie des ODDH, puisque dimanche dernier, on l'a suivi tout sur une télévision de la place, où il s'est un peu désolidarisé de tous ces mouvements sitting devant le siège de la CENI et tout. Mais il a dit, on ne va pas aller dans ces conditions-là, on se prépare plutôt à aller aux élections, parce que si à la dernière minute on fait les réformes, est-ce que c'est là qu'on va se réveiller pour aller aux élections? C'est juste une parenthèse pour... Je salue d'abord au passage Maître Javon, qui a pu user de sa sagesse pour essayer de faire ce qu'il y a lieu de faire au sein de l'opposition togolaise. Je le salue, je l'encourage. Maintenant, vous savez que les oppositions togolaises font face à un régime anachronique et désuet qui, à la limite, frise un tout petit peu l'immoralité. Je l'ai souligné tout à l'heure, les engagements qui sont pris qui ne sont pas respectés. Maintenant, nous savons aussi que le pouvoir en place a toujours usé de la ruse politique, comme l'a décrit tout à l'heure Maître Zeus Ajavon. Et si à la dernière minute, on faisait les réformes, est-ce qu'il faut demander encore un temps pour battre campagne, pour informer, pour faire ci, pour faire ça? Dans la dynamique là, je suis d'accord avec ceux qui sont sur le terrain et qui se préparent les 4 candidats à une éventuelle élection, à une éventuelle participation à l'élection présidentielle du 15 avril prochain. Si il doit y avoir élection le 15, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je le martèle 1000 contre 1, avec tout ce que nous remarquons sur le terrain, si l'élection doit se dérouler le 15 avril, en tout cas c'est la date officielle. C'est la date officielle, mais qui viole un tout petit peu la constitution togolaise. Parce que quand vous vous référez à l'article 61 de la constitution togolaise, elle stipule que l'élection doit avoir lieu 75 jours au plus tôt et 60 jours au plus tard. Plus tard, le chef de l'État actuel, sinon le chef de l'État sortant, puisqu'il est déjà candidat, il est sortant, il a prêté prestation le 4 mai 2010. Son mandat prend fin le 3 mai. Alors, si vous faites le décompte, vous vous rendez compte que le délai légal pour l'organisation de cette élection-là est déjà imparti. Et puis, quand vous vous référez au communiqué de la Cour constitutionnelle, ce communiqué que je dois... Le premier ou le deuxième?
Non, il n'y a jamais eu de deuxième. Hein. Il y a juste eu un seul communiqué de la Cour constitutionnelle. Avec une mise au point. Une mise au point. Il faut qu'on soit clair. Et le communiqué de la Cour constitutionnelle dit, je le cite, « Le scrutin doit être ouvert sur convocation du corps électoral au plus tôt le 17 février 2015 et au plus tard le 5 mars 2015. Le scrutin doit être ouvert. » Alors, si le scrutin, quand je me réfère au droit électoral, le scrutin veut dire élection, le scrutin veut dire vote. Et donc, si je remplace le vote ici, le vote doit être ouvert sur convocation du corps électoral au plus tôt le 17 février, au plus tard le 5 mars, ce qui veut dire qu'entre ces deux intervalles-là, que les élections aient lieu. Mais maintenant, il y a eu une sortie très malencontreuse du ministre Gilbert Bawara pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est dans les propos même du ministre Bawara qu'on a senti que le gouvernement n'était pas d'accord avec ce communiqué de la Cour constitutionnelle, puisque le ministre Bawara disait mi-avril. Nous étions éberlués d'entendre la Cour constitutionnelle qui déjà avait donné en 2010, je crois, une interprétation à la loi, revient maintenant à la charge interpréter d'une autre manière la même loi. Je serai clair en disant que la Cour constitutionnelle togolaise a donné deux interprétations différentes de la même loi. Alors, on se rend compte aujourd'hui que la CENI et la Cour constitutionnelle sont aux bottes du gouvernement togolais. La CENI, pour ce qui concerne la CENI, y compris les représentants des différents partis politiques de l'opposition parlementaire, ils n'ont pas de voix. Puisque pourquoi ils ne démissionnent pas? Ça, c'est la question qu'il faut poser aux politiques. Je suis un analyste politique, un journaliste analyste politique. Je fais mes analyses. Mais pour ce qui concerne le maintien ou la démission d'un politique à un poste, ça revient au parti. Moi, je laisse le libre cours aux politiques de faire ce qu'il y a lieu de faire. Mieux, pour ce qui concerne la CENI, nous avons dit tout à l'heure que le fichier électoral est corrompu, au moins à 30%. On a recueilli les doublons. Maintenant, le plus grave, c'est que nous ne pouvons jamais aller à une élection sans connaître le nombre de ces citoyens-là qui sont appelés à aller faire valoir leur droit de vote. Je ne sais pas sur quelle alchimie et je ne sais pas ce qui s'est passé. Le corps électoral a été convoqué il y a quelques jours sans qu'on ait ou bien qu'on soit à même de savoir qu'il y a 2 millions, 3 millions, 6 millions, 10 millions, 20 millions. On l'a situé, 40... il y a quand même l'intervalle. Non, on ne situe pas quand on n'a pas le chiffre. On n'avait pas le chiffre. Et qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ces 3 millions-là dont parle le président de la CENI aujourd'hui? Puisque jusqu'à preuve du contraire, le contentieux n'est pas terminé. Ils ont donné 48 heures pour les contentieux. Mais on ne sait pas combien de Togolais iront voter. La loi ne le dit pas. La loi dit que le scrutin doit être ouvert sur convocation du corps électoral. Il faut qu'on connaisse d'abord le corps électoral avant de le convoquer. Vous savez combien de Togolais iront voter? Vous le savez? Non. Ouais, mais voilà. Sincèrement. La loi dit qu'on doit connaître le chiffre de ces citoyens-là qui doivent faire valoir leur droit de vote. Ça, c'est des incongruités togolaises. Maintenant, revenons un peu au niveau de la Cour constitutionnelle qui a fixé les uns et les autres dans un communiqué sur le délai au plus tôt ou au plus tard de tenue ou de convocation du corps électoral. Si par après le gouvernement sort, bon, disons la CENI sort premièrement faire une proposition, par après le gouvernement en Conseil des ministres adopte une autre date, pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle n'a pas défendu la Constitution si elle trouve que cette proposition du gouvernement ne cadrait pas avec le test fondamental de la République? Nous sommes au Togo. Vous savez que cette même Cour constitutionnelle était là en 2005.
quand feu le général Yadema décédait. Et la loi fondamentale togolaise, en son article 65, disait qu'en période de vacances, par décès, par maladie, que la présidence par intérim soit assurée par le président de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Il était hors du pays. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que l'État togolais n'avait pas les moyens de faire revenir un tant soit peu le président de l'Assemblée nationale? Mieux. Vous m'avez posé une question. Mieux. Nous avons assisté à un scandale, à une scène scandaleuse où l'armée a marché sur la Constitution au vu et au su des membres de la Cour constitutionnelle qui n'ont rien dit. Je donne juste cet exemple-là pour vous donner une idée sur ceux qui sont membres de cette Cour constitutionnelle, qui en réalité n'ont pas le pouvoir. On a parlé de la mouvance présidentielle, on a également parlé de l'opposition parlementaire. On va tourner le regard sur l'opposition extra-parlementaire avant d'aller au niveau de la société civile. Je voudrais, avant qu'on ne ferme la page de l'élection présidentielle, informer les citoyens togolais sur le fait que le candidat du CAP, M. Jean-Pierre Fabre, s'est fait parler de lui à travers 2 avocats étrangers. Alors, j'ai en face de moi un communiqué qui vient de paraître et qui fait allusion à une plainte déposée à Bruxelles contre une société informatique belge spécialisée en enrôlement biométrique des électeurs. La société ZS que le gouvernement togolais a saisi pour faire le travail de la biométrie dans l'enrôlement est sous le feu des critiques. Et je vous fais lecture d'un passage de ce que le communiqué du président, du candidat Jean-Pierre Fabre dit. Cette plainte avec constitution de partie civile entre les mains d'une juge d'instruction de Bruxelles fait suite à l'analyse du fichier électoral ayant servi aux élections dans ce pays depuis 2007 et actuellement en cours de révision pour la prochaine élection présidentielle prévue pour le 15 avril 2015. Les résultats de cette analyse menée par les experts de l'ANC sont sans appel car ils ont mis en évidence de graves anomalies. Jean-Pierre Fabre, principal challenger du président Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession pour un 3e mandat, décrié dans le pays, compte sur la justice belge pour établir la responsabilité de cette société et l'obliger à l'audit complet du fichier électoral avant la prochaine élection présidentielle au Togo. Ça pose un autre problème. Nous nous rendons compte que, je l'ai dit tout à l'heure, que la CENI n'est indépendante que sur papier. Vous vous rendez compte qu'avant même la prestation des membres de la CENI, il y a 700 000 cartes d'électeurs qui ont été commandées par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales. Mais l'histoire de cette carte semble 100 000, avoir trouvé de solutions à la CENI. 100 000 se sont volatilisés dans la nature. Le ministère de l'administration territoriale n'avait pas ce droit ni cette compétence de faire la commande des cartes d'électeurs. La mission principale de la CENI, c'est la supervision, c'est l'organisation et la supervision. Dans l'organisation, il faut la commande. Et nous croyons maintenant que le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales que dirige M. Gilbert Bawara usure des prérogatives. Est-ce qu'il s'agit d'une usurpation, puisque quand on prend le code électoral, il est quand même dit que l'administration apporte tout son soutien à la CENI dans l'organisation et la supervision, telle que vous le dites, des élections. Apporter
apporter un soutien et non commander. Vous savez, la signature que porte la carte d'électeur n'est pas celle du ministre, mais celle du président de la CENI. Alors le ministère de l'administration territoriale n'a rien à voir dans l'organisation, sinon apporter, vous avez dit. Voilà ces genres d'anomalies que nous constatons à quelques jours de la présidentielle togolaise et que les gens refusent. Je dis bien que les gens refusent de corriger, pour être honnête. Voilà pourquoi on s'est dit, ou on se dit, ou on continue de le dire, qu'il y a un camp, une compétition qui a la main sur tout le processus, qui organise à sa manière la présidentielle, à son rythme, à ses conditions, et qui donne déjà vainqueur à son candidat d'avance. Et pourquoi les autres ne boycottent pas si tant est que tout ce que vous dites est vérifié? Il faut leur poser la question. On va revenir porter un regard sur le comportement tel que je l'ai dit tantôt de l'opposition extra-parlementaire. Je crois que ceux qui étaient quelques jours devant la CENI, je veux parler des organisations de défense des droits de l'homme et du Front Tchobwe, qui étaient devant la CENI pour faire valoir leur droit de manifester pour un arrêt du processus électoral, qui sont des citoyens comme moi, ont des convictions, peut-être que ce sont leurs convictions qui leur poussent. Et je crois, quand j'ai participé pour aller couvrir dans la couverture de cette manifestation-là, j'ai entendu les différents responsables qui ont crié qu'ils ont des raisons pour que ce processus électoral soit arrêté. Et quelques-unes de ces raisons, nous les avons effleurées tout à l'heure. La corruption qui est observée au niveau du fichier électoral, la dépendance de la CENI, et puis la Cour constitutionnelle qui ne joue pas pleinement son rôle, eux qu'on a l'habitude d'appeler les gardiens du temple. Je crois que ce sont des raisons qui ont poussé ces citoyens togolais à dire qu'il faut arrêter le processus, parce que le processus est bancal, parce que le processus n'est pas impartial, mais partial. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a certaines personnes, certains citoyens qui sont membres de la formation politique au pouvoir, qui ont fait mes bases sur tout le processus. Est-ce qu'aujourd'hui cela ne pose pas peut-être un problème au niveau de l'opposition? Est-ce qu'on ne sent pas que c'est plutôt une campagne qui va en défaveur des leaders de l'opposition en course pour l'élection présidentielle? Je serai honnête avec moi-même et avec ma conscience. Je dirais que tout ce qui se passe au sein même de ces oppositions-là fragilise davantage. Déjà 4 candidatures issues de l'opposition. Je voudrais que nos grands frères et nos aînés comprennent que leurs faits et gestes fragilisent davantage l'opposition et par ricochet ceux qui aujourd'hui sont dans la course à la présidentielle. Vous avez vu ces attaques verbales qui ont été faites. Vous avez vu ces actes qui ont été posés. C'est des choses à ne pas encourager. Je me suis dit en tant que journaliste, c'est vrai que je suis citoyen togolais, c'est vrai que j'ai des convictions, mais je me suis dit que toutes les fois que j'aurai l'occasion d'en débattre, de ne jamais mettre encore de l'essence dans le feu, mais de tout faire pour que ces responsables-là comprennent que les actes qu'ils doivent normalement poser doivent être des actes qui doivent rassembler et non qui doivent désunir. Nous allons également parler, puisqu'on a parlé des politiques, on va parler de la société civile et des autorités morales. Commençons par les autorités morales. Comment analysez-vous leur comportement? Vous savez que même dans ce domaine,
le Togo est resté un pays atypique. Pourquoi et comment? J'ai vu dans certains pays, et pas plus tard que la dernière fois au Burkina Faso, où j'y étais avec un autre confrère, je veux nommer le confrère Ferdinand Haïté, que nous saluons au passage, directeur de publication du journal L'Alternative, où nous sommes transportés au Burkina Faso en tant que journalistes pour faire le reportage de ce vent-là qui a fait emporter l'ancien président Blaise Compaoré, que nous mettons aujourd'hui dans la poubelle de l'histoire pour avoir posé des actes qui ne sont pas des actes à aider son pays à vivre en harmonie, en paix. Mais il a eu quand même à intervenir. Quand on prend le Togo, si on parle aujourd'hui de l'APG, on le met à l'actif de la médiation de Blaise Compaoré. Juste une parenthèse. Je crois aussi que là, il a encore fauté. Il n'a pas eu le courage de dire au chef de l'État togolais de respecter ses engagements. C'était une parenthèse. Cette parenthèse m'a permis de vous dire ceci. Le chef de l'État, quand il a pris langue, quand il a donné son point de vue et s'est rendu compte que l'opposition avait déposé sur la table du président de l'Assemblée un projet de loi. Le chef de l'État savait que le projet était en étude à l'Assemblée nationale. Quand il se fonde sur le point 8 pour créer une commission pour rédiger la Constitution. Mais avant d'aller au point 8, il a oublié d'aller au point 5. Le point 5 qui demande que les réformes soient faites. Voilà. Très bien. On va au niveau des autorités morales. Les autorités morales. Vous étiez en train de parler du Burkina, certainement avec le Moro Naba, si je ne me trompe. Je crois que vous avez trouvé la solution. Est-ce que nous avons une valeur telle que le Moro Naba? Valeur traditionnelle? Oui. On a quand même des chefs traditionnels au Togo. Qui sont devenus quoi? Ils sont chefs traditionnels. Pas comme le Moro Naba. Et pas comme le chef des Ashantis, devant qui se prosterne le chef de l'État ghanéen. Nous avons des évêques. Je prends en passant l'exemple de Monseigneur Laurent Mosengo de la RDC. Vous savez qu'à un moment donné, Monseigneur Laurent Mosengo, vous savez que dans le Grand Lac, il y a la guerre qui ne finit jamais. Et pourtant, ce prélat a pris sur lui tout le courage qu'il faut lors de la célébration de son 51e anniversaire sacerdotal. Monseigneur Mosengo disait dans son homélie ceci: nous devons avoir le courage de respecter le mandat prescrit par les autres, car Dieu n'aime pas les dictateurs. Il enchaîne. Dieu n'aime pas les dictateurs, moi non plus. Il a été clair. Quand vous prenez l'archevêque béninois, Monseigneur Antoine Gayen, qui devant l'amour effréné de Yahi Boni de perpétuer au pouvoir, a dit: les évêques peuvent, en qualité de pasteurs, si les circonstances l'exigent, prendre la parole sur tous les sujets qui concernent les chrétiens et les hommes de bonne volonté, bref, le peuple. C'est-à-dire que les évêques peuvent, à la limite, dire, dénoncer, conseiller, sensibiliser, informer ce peuple de Dieu, qui n'est autre que ces électeurs-là que l'on invite à faire valoir leur droit de vote. Si on comprend bien, vous portez peut-être un regard un peu critique, si on peut le dire, par rapport à l'endroit des autorités morales togolaises. Il n'y en a pas aujourd'hui. Je n'en trouve pas au Togo. Mais on a des évêques au Togo. On a un prélat qui a dirigé la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je le sais. Il a présidé ensemble avec l'ambassadeur des États-Unis à l'époque le fameux dialogue à 4 à la veille de l'élection présidentielle de 2013. On l'a vu sur beaucoup de fronts. Il a dirigé le dialogue Togo Télécom 2. Je salue au passage Monseigneur Nicodème Bariga. Ce n'est pas facile la tâche qui lui a été confiée, surtout quand on est au Togo.
Maintenant que vous dites qu'il n'y a pas d'autorité morale. Et qu'on sait que nous vivons sur une dictature militaire féroce. Est-ce que vous avez toutes les informations qui ont circulé lors des auditions de la CVJR où les militaires ont fait irruption dans la salle de réunion la veille ou bien le lendemain où l'ancien Premier ministre Joseph Kofigo s'est prononcé? Est-ce que vous avez eu ce genre d'informations? Je salue le courage de Monseigneur Bariga. Il a fait un travail remarquable pour ce peuple. Mais quand je mets le tout, en tant qu'autorité morale, quand je mets le tout ensemble, disons-nous la vérité, est-ce que vous voyez un prélat togolais dire que nous vivons dans une dictature? Non. Est-ce que vous voyez un prélat togolais prendre tout son courage à deux mains pour aller dire au chef de l'État, comme vous et moi nous le disons aujourd'hui, qu'il a pris des engagements vis-à-vis d'un peuple? Il n'a qu'à l'honorer. Combien sont-ils en pu? Est-ce que ce n'est pas peut-être une raison qui explique que nous ne sommes pas en dictature, que nous ne sommes pas en crise? Mais le Togo vit une crise depuis la nuit des temps. N'ayons pas la langue de bois. Non, il ne s'agit pas d'avoir la langue de bois, c'est juste une question pour peut-être tenter de comprendre aussi les autorités morales. Quand je veux parler du clergé, quand je veux parler des pasteurs, quand je veux parler des autorités traditionnelles. Est-ce que dans ces genres de pays dont je viens de citer un certain nombre de propos d'autorité morale, est-ce que ces pays-là, ces évêques-là ont reçu d'autres onctions, d'autres missions que ces autorités morales que nous avons au Togo? Dites-moi. Dites-moi. Mais c'est ça, la réalité. La réalité est que aujourd'hui, le Togo vit sous une, je ne sais pas, sur des valeurs immorales où le sens même de la parole donnée n'a plus de valeur. Vous vous rendez compte que le chef de l'État français, penché sur son pupitre, vient dire au peuple français que je vous promets que ça là je le ferai, est arrivé au moment, s'il ne le fait pas, soit c'est lui-même qui démissionne parce qu'il y a la culture de la démission en Occident, ou bien c'est le peuple qui le démet. Et justement, le peuple démettre, quand on prend un peuple pour démettre, il faut aller aux urnes. C'est peut-être ce qu'on verra le 15 avril prochain. Si le peuple est d'accord avec tout ce qui se fait ou si le peuple n'est pas d'accord. Je ne voudrais pas perdre le fil de ce que de la question par rapport aux autorités morales, oui. Posée, mais je voudrais juste faire un clin d'œil sur ce qui se passe actuellement au Togo dans l'administration togolaise ou sur toute l'étendue du territoire. Les fonctionnaires togolais sont en grève. Si la grève a pris des ampleurs et qu'elle a été suivie de bout en bout par les travailleurs sur toute l'étendue du territoire, c'est que c'est l'administration-là et ceux qui lui dirigent qui sont visés. Je voudrais être clair, un peu plus clair en disant que tous ces mouvements sociaux que nous relevons aujourd'hui au Togo sont des signes de la mauvaise gouvernance. Qu'on ne nous dise pas au lendemain de la présidentielle que M. Faure Gnassingbé a gagné. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a les manettes de la gouvernance au Togo. Mais est-ce que vous êtes conscient aujourd'hui quand même que là-bas, c'est sur le front social, quand on va se mettre, par exemple, à parler politique, tous ces acteurs peut-être qui observent les grèves vont chacun se mettre dans les différentes couleurs de convenance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est la mauvaise gouvernance qui génère ça?
ces mouvements sociaux que nous Je m'en tiens au propos du gouvernement qui dit avoir dos au mur. Vous-même, vous avez vu quand, par rapport à des contraintes, le gouvernement a été obligé de solliciter l'Assemblée nationale pour revoir à la baisse le budget de l'année. J'ai dit, et je redis, que celui qui nous a dit, il y a 2 ans et demi, que c'est une minorité qui profite des richesses Ça revient toujours. du pays. Je suis dans mon analyse. Celui qui a dit ça et qui n'est pas arrivé à nous dire là où il se situe entre cette minorité qui a fait basse sur les richesses du pays et la grande majorité qui végète dans la pauvreté et la misère, lui-même, il a donné raison à ces travailleurs qu'on voit aujourd'hui aux hégémonies. Quand le chef de l'État togolais dit, il y a 2 ans et demi, qu'il faut organiser les états généraux dans l'éducation et dans la santé, pourquoi n'a-t-il pas dit qu'il faut organiser les états généraux dans l'agriculture, dans l'armée et dans d'autres secteurs, et qu'il a trouvé ces 2 secteurs-là qui aujourd'hui sont en proie au mouvement? C'est parce qu'il reconnaît qu'il y a un problème. Maintenant, quelles ont été les mesures prises, les mesures idoines prises par le gouvernement de M. Faure Gnassingbé pour pallier le problème ou les problèmes qui minent ces 2 secteurs? Mais on a vu quand même des efforts consentis par le gouvernement. J'en viens, parce qu'il y a trop d'incongruités, il y a trop de langage que j'ai entendu de la part de certains ministres qui sont extrêmement excessifs, à la limite de l'irresponsabilité. Autrement dit, mais comment est-ce que vous êtes confronté à une crise dans un domaine tel que la santé et qu'on nous dise que la crise a commencé, sinon la lutte syndicale a commencé en 2013? Quand nous avons approché les principaux responsables syndicaux, ils nous ont dit, nous avons pris langue avec le gouvernement et nous avons dit en 2013, nous allons arrêter nos mouvements. En 2014, nous allons arrêter nos mouvements pour permettre au gouvernement de prendre les dispositions qu'il faut pour satisfaire aux doléances des travailleurs. Il n'y a jamais eu de mouvement en 2014. Mais là où le bas blesse, c'est que au terme de l'année 2014, où le gouvernement sent que tous les signaux étaient au rouge et il faut faire le budget de l'année nouvelle, mais qu'on soit surpris que ce secteur-là, qui est en proie aux difficultés, a vu son budget rétrécir de 30%, alors que le budget global a connu une hausse de 11,5%. C'est comme ça qu'on règle une crise. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'un gouvernement compétent, c'est ce gouvernement-là qui anticipe sur les crises. C'est comme ça. Maintenant, je reviens autrement pour vous poser la question. Parce que je n'ai pas fini. Budget... Non, mais je n'ai pas fini. Si on a pu trouver aujourd'hui de l'argent pour construire les routes à quelques jours de la présidentielle, pour montrer aux populations que, en 10 ans, voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais si on a pu trouver de l'argent pour construire les routes, si c'est des emprunts qui ont été faits, pourquoi on ne fait pas ces emprunts-là pour satisfaire aux doléances des travailleurs? Pourquoi? Le gouvernement dit avoir le dos au mur. Ceux-là qui ont fait basse sur les richesses du Togo, cette minorité-là, elle est où pour qu'on ne la dénonce pas? Elle est où pour qu'on ne prenne pas ce qu'ils ont volé à l'État togolais pour satisfaire ceux qui travaillent? Cette minorité-là, donc pas le chef de l'État. Mais j'étais très éberlué d'entendre, je le dis, nos ministres dire que ceux qui sont en train de faire grève aujourd'hui, que la grève est sortie du cadre légal. Mais ils ne sont pas arrivés à nous citer ces lois-là qui régissent cette action syndicale sortie de leur cadre. Nous avons la constitution togolaise qui donne le plein droit aux travailleurs de se regrouper dans un ensemble pour défendre leurs intérêts. Nous avons le code
du travail togolais qui est clair. Mais ce que vous faites concrètement, vous en tant que dirigeant, dites-le nous. Il nous reste 3 minutes environ à encore passer dans cette émission, dans ce numéro de émission Grand Jury. C'est vrai, on a fait le tour d'horizon. On va parler de ce courrier rapidement, de ce courrier du mandataire du candidat Jean-Pierre Favre adressé à la CENI qui proteste contre la configuration des candidats sur le bulletin unique de vote de l'élection présidentielle. Mais c'était sur tirage au sort. Et qu'est-ce qui cloche là? Je crois que quand vous faites la lecture de la lettre que le mandataire, Maître Dobros Adama, a envoyée au président de la CENI, quelque part, la lettre dit, je le cite, en effet, contrairement à la règle qui veut que les candidats tirés au sort apparaissent sur le bulletin unique de vote dans un ordre vertical croissant de bas en haut, nous constatons que les candidats sont positionnés dans un ordre horizontal et sans numéro d'ordre, de sorte que le résultat du tirage au sort effectué a été annihilé par cette présentation des candidats sur le bulletin. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur le processus? Mais quand vous travaillez avec un document qui devait normalement avoir un numéro d'ordre qui ne le porte pas, c'est bonjour les dégâts. Très bien. Un dernier mot? Non, je crois que mon dernier mot, c'est à l'endroit de ceux qui dirigent ce pays. Le chef de l'État togolais, s'il doit être compris par les Togolais, doit comprendre qu'il est en train de diriger une république. Merci, c'est sûr. Donc, ces paroles ou ces propos de Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, notre invité, que nous refermons notre rendez-vous de ce jour avec vous, chers téléspectateurs de la télévision Espoir 47, ici à Tchévier. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont suivis via les ondes des médias partenaires Radio KMTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, sans oublier les internautes sur le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bien de choses chez vous. Au revoir. Alors, c'est bon? Ouais.